Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Nathalie Devino, je travaille au service prévention d'Harmonie Mutuelle. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour notre webinaire d'1 heure dans le cadre de notre programme national Demain s'invente aujourd'hui. Ce webinaire aura pour thème « Quel est l'impact des écrans sur votre santé ?» Voilà. Notre programme est destiné à tous nos adhérents âgés de plus de 50 ans et il a pour objectif de vous accompagner à préparer ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle étape et tranche de vie, voilà, en autonomie et surtout en bonne santé. Donc, pour cette édition 2025, nous avons encore 4 webinaires qui seront proposés. Au mois de novembre, comprendre ce que je consomme et ce que j'utilise. Et nous aurons ensuite un cycle de 3 webinaires sur le thème « Vivre longtemps en bonne santé, le secret des zones bleues », voilà, qui sera divisé en 3 chapitres. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui se trouve dans le chat pour ces différentes conférences. Voilà. Pour la conférence d'aujourd'hui, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet « Questions » en bas à droite et nous indiquer vos remarques dans le chat, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas. Notre intervenant y répondra à la fin de la conférence. Maintenant, je vais pouvoir passer la parole à Gilles et Eric. À tout à l'heure. Merci, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire autour de ce thème essentiel. Quel impact ont les écrans sur notre santé pour nous, les plus de 50 ans? Gilles, je crois qu'on est évidemment concerné au premier chef. Absolument, on en a parlé, on en parlera tout au long de cette heure, Voilà. parce que c'est un sujet sociétal, on va dire. Voilà. Alors justement, Gilles Vernet est notre expert aujourd'hui pour nous guider sur ce sujet passionnant. Gilles, brièvement, donc, tu es professeur des écoles, professeur des petits. Hein, oui, en CM2. Et tu es également auteur et réalisateur de plusieurs films documentaires. Tout à fait, et également conférencier. Et conférencier. Et notamment de 2 films documentaires qui nous concernent sur cette thématique d'aujourd'hui. Un qui s'appelle Tout s'accélère, que tu as réalisé en 2016, qui posait déjà des questions sur l'accélération technologique et notre rapport à cette technologie qui s'accélère de manière exponentielle. Oui, le numérique était déjà bien présent. Voilà. Et puis, plus récemment, Et si on levait les yeux, donc film documentaire, pour le coup, vraiment, qui porte sur le rapport des écrans, que l'on a aux écrans. Et donc, il y a un livre qui est sorti, donc vous le voyez là peut-être à l'écran, je me rapproche un peu mieux, voilà. Et si on levait les yeux, qui correspond donc à la fois au… Je me rapproche un peu plus, voilà. Voilà. Ah, peut-être là-haut, pardon, excusez-moi, voilà. Et donc, ce deuxième film documentaire et ouvrage traite spécifiquement du rapport qu'on peut avoir aux écrans des enfants, mais de manière générale de toute la société. Oui, à partir du regard des enfants, sachant que c'est pour tous les professeurs, tous les instituteurs, une question majeure, l'impact des écrans sur les enfants et leurs études. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'avoir une vision globale et notamment pour les personnes de plus de 50 ans, parce qu'on se rend compte que c'est aussi une frange de la population qui est de plus en plus concernée. Parfois plus que des adolescents même. C'est cela, voilà. Ça peut arriver. Voilà, exactement. Donc, il y a une véritable forme d'addiction qui est en train d'apparaître dans cette frange de la population. Alors, pour traiter le sujet, on va le faire de manière très, très simple. La première partie, on va essayer de faire un constat et de comprendre un petit peu comment fonctionne cette addiction aux écrans. Et puis, en deuxième partie, on regardera un petit peu les solutions et exercices pratiques, astuces, conseils pour essayer de justement garder une bonne distance et développer ce que j'appellerais une hygiène digitale en quelque sorte. Oui, c'est devenu nécessaire. Oui. Alors, comme nous le rappelait Nathalie, on pourra évidemment répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos questions via le chat. Et à la fin de chaque partie, on prendra un moment pour répondre à vos questions éventuelles. Alors, pour cette première partie, on voudrait tout de suite commencer par un petit quiz. On a préparé 3-4 questions pour vous. Et donc, je commence tout de suite avec la première question, qui est une question à réponse multiple. À combien estimez-vous le temps quotidien passé sur votre portable, votre téléphone portable? Donc, à combien estimez-vous le temps quotidien passé sur votre téléphone portable? Donc, les réponses apparaissent.
on vous laisse y répondre. Deuxième question, sur combien de réseaux sociaux êtes-vous? Voilà, combien de réseaux sociaux êtes-vous? 1, 2, 3, vous les connaissez, Facebook, TikTok, Instagram. Voire même Pardon, zéro. pardon, hein. Eric et Gilles, pardon. Bonjour, je suis Dan, je m'occupe de la modération. Je voulais juste qu'on puisse donner les résultats parce que chaque question est indépendante. Donc, je peux déjà vous donner, avant de publier, parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps à nos participants de répondre, vous donner un peu les tendances sur la première question. Combien estimez-vous le temps quotidien passé sur votre téléphone portable? On a 35% des personnes qui passent entre 1 à 2 heures, 29% de 2 à 3 heures, 23% de 0 à 1 heure, et 14% quand même qui passent plus de 4 heures sur le téléphone par jour. Merci, c'est effectivement très intéressant. 14%, hein, donc ça c'est quand même… Oui, je trouve ça finalement plutôt non, mais rassurant qu'il y ait que… Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être complètement pris et passer 5 heures, 6 heures. Chez les adolescents, c'est ce qu'on voit. Donc c'est rassurant qu'il n'y ait qu'une partie quand même limitée, même si ça témoigne du fait qu'on y passe beaucoup de temps. Parce que déjà 2 heures ou 3 heures, c'est beaucoup. Très bien. Donc, la deuxième question, c'est combien de réseaux sociaux, sur combien de réseaux sociaux êtes-vous? Donc, 1, 2, 3. Voilà, donc réponse assez facile. Sur combien de réseaux sociaux êtes-vous? Et Dan, peut-être nous donner tout de suite les réponses, ou bien on voudrait y revenir après. Alors, les réponses arrivent progressivement. Hein. C'est encore une fois juste des tendances. Vous êtes pas loin de 20 pour 20, 21% même à ne pas être présent sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant. 38% sur un seul réseau, 28% sur 2, 11% sur 3 et 1% sur 4 réseaux ou plus. D'accord, donc on est effectivement un petit peu en deçà des moyennes nationales, j'ai l'impression. Estimez-vous avoir une utilisation compulsive de votre smartphone? Troisième question, estimez-vous avoir une utilisation compulsive de votre smartphone? On peut expliquer peut-être ce que c'est que compulsif, c'est-à-dire c'est qui dépasse un petit peu notre volonté, qui se répète de manière un petit peu compulsive, c'est-à-dire engagé dans quelque chose qui échappe à notre volonté. Oui, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'outil lui-même, c'est le smartphone qui est l'objet d'une addiction et non pas le contenu en réalité. Absolument, oui, l'objet est une source d'addiction en lui-même. Et là, on est à peu près à 2 tiers, 1 tiers, un tiers d'entre vous qui estiment avoir une utilisation peut-être un petit peu trop conséquente de votre smartphone et 2 tiers plutôt non. Très bien. Et puis, dernière question, est-ce que vous consultez votre smartphone le matin au réveil? C'est une des premières choses que vous faites, ou bien le soir avant de vous coucher? Donc, est-ce que vous consultez votre smartphone le matin au réveil ou le soir avant de vous coucher? Et vous allez comprendre pourquoi on vous pose cette dernière question. Donc, le matin au réveil ou le soir avant de se coucher. Et Dan, on voudrait peut-être… Alors là, on est quand même sur des chiffres assez parlants. Il n'y a que 15 ou 16% qui disent non. Mais sinon, 30% d'entre vous disent oui parfois et 55% oui régulièrement. Ah oui, donc entre les 30 et les 50%, on a 80% des répondants qui consultent le matin ou le soir. Ce serait intéressant, là, on a une petite slide à vous présenter qui montre un petit peu les chiffres à l'échelle nationale et qui montre là aussi qu'il y a une dépendance relativement importante et notamment un besoin de regarder son smartphone dès le réveil. C'est la première chose qu'on fait le réveil. Vous voyez, c'est les chiffres qui apparaissent en vert. Donc, dans les 5 premières minutes, dans les 15 premières minutes,
on est déjà à 20, et dans les 30 minutes, on est déjà à 12 et 12, ouais, près de 30%, 35% qui consultent dès la première demi-heure. En bleu, c'est le soir, dernière consultation avant de se coucher. Donc, c'est intéressant de regarder un petit peu par rapport aux chiffres qu'on vient d'avoir sur cette dernière question et ces résultats qui sont des moyennes à l'échelle nationale. Et ça témoigne essentiellement du fait, c'est les stats qu'on lit, ça témoigne du fait qu'on est tous pris par ce phénomène dont on est témoin, qui est que ces outils nous prennent progressivement de plus en plus de temps. Et ça va être l'enjeu de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre temps finalement aussi. Oui. Alors justement, pourquoi est-ce que les écrans nous accaparent, Gilles? Parce que on constate qu'on est bien accaparé, qu'on est complètement embarqué dans cette utilisation malgré nous, et on essaierait de comprendre un petit peu. Ce serait intéressant de voir quels en sont les mécanismes. Alors ce que je vous propose, c'est que pour commencer, on voit un extrait de mon film, Ah oui. pour qu'on voit ce qu'en disent les enfants, qui ont souvent la vérité sort de la bouche des enfants parfois, même souvent, et vous verrez, le regard est assez éclairant, le regard qu'ils nous donnent. Donc on va regarder cet extrait de film. Un fil invisible, il venait, il t'accrochait sur le cerveau, juste pour que tu restes devant ton écran, assis, debout, sur le canapé, sur le lit. Les enfants et même les parents, ils peuvent pas vivre sans des écrans, en fait. C'est leur vie, les écrans, on dirait. Ils vont se marier avec un téléphone. En fait, c'est leur vie, ils peuvent pas se détacher. Et donc, après, si on les enlève, par exemple, les enfants, ils vont carrément faire une crise pour les téléphones. Ça, c'est très vrai. Combien on a des parents qui nous racontent des crises pour les téléphones si on essaye de leur enlever, et ce qui montre que ça fait penser à quoi, ça? Un fou. Un fou? Ah oui, toi tu dis que... Comment? Un psychopathe. Un psychopathe. Un psychopathe. Non mais, et moi je trouve c'est son analyse, et c'est vrai que ça pose une question sur ce qui se passe dans notre cerveau. C'est comme les papillons de nuit, ils sont attirés par la lumière, et nous on est attirés par la télé, par les écrans. T'as le réflexe en fait, tu vois une lumière en plus, elle va sauter à tes yeux, tu vas le regarder direct par réflexe. Je sais pourquoi j'ai passé beaucoup d'heures d'écran par jour. En fait, ma soeur, elle ne veut jamais jouer avec moi parce que à chaque fois, quand je lui pose une question, elle me fait quoi. Mes parents, eux, ils travaillent. Le week-end, eux, ils n'ont jamais le temps. En fait, ma mère, hier, elle parlait de son travail et elle est dentiste. Et c'est pas quelques minutes, elle est sur son téléphone. Je lui dis, mais ton téléphone, c'est comme une carie en fait. C'est une carie au cerveau, c'est tout. L'écran est problématique quand il fait écran à la relation, quand il fait écran au lien. Ça nous met dans une bulle, et quand on bouge, la bulle, elle vient avec nous. Nous, comme on nous avait dit de regarder C'est pas sorcier pour l'histoire, moi, je suis allée sur YouTube. Sauf qu'en fait, la dernière fois, j'étais en train de regarder des shorts. Du coup, ça m'a mis directement sur des shorts. Et je suis tombée sur un short bien. Du coup, j'ai défilé et j'ai pas eu le temps de regarder C'est pas sorcier. Faut que tu te rappelles quand tu fais ça, que tu es le dindon de la farce, le jouet des algorithmes. Ils sont là, je suis content, Sophia, elle vient de passer 1h30 sur les shorts. Là, je suis content, je fais plein d'argent. Et c'est toi qui as perdu ton temps. Donc, en fait, ce dont témoignent ces enfants et de ce dont témoigne tout le film, c'est qu'ils sont touchés dans leur famille par un phénomène qui nous touche tous, qui est sociétal, qui est une forme de tsunami attentionnel, puisque ces écrans captent de plus en plus l'attention des gens. On le voit dans les lieux publics, on voit même des gens marcher dans la rue. Et aujourd'hui, ça pose diverses questions. Alors, la clé, c'est d'abord de comprendre pourquoi, comment ça se passe pour pouvoir lutter éventuellement contre le processus dont on est l'objet. La première des choses, là, l'enfant le dit très bien, il s'appelait Younes, il dit que en fait, c'est comme les papillons de nuit, c'est-à-dire que quelque chose, on est structurellement fait pour, s'il y a un son ou quelque chose qui bouge dans notre environnement visuel, pour y porter notre attention. Parce que ça peut être une proie, ou dans les anciens temps,
ou un prédateur. Et il est absolument nécessaire pour la survie de regarder. Quand on a un écran dans notre horizon visuel, automatiquement notre regard sera capté. L'autre dimension qui fait qu'on est de plus en plus sur ces écrans, c'est leur utilité d'une certaine manière. C'est-à-dire que de plus en plus de choses passent par ces écrans. On prend ses billets de train, on va prendre des billets d'avion, regarder la météo. Il y a une multiplicité de fonctionnalités. Et vient s'ajouter à ça, et là c'est peut-être tout le problème, particulièrement pour les gens qui travaillent, une démultiplication des communications. On est de plus en plus, tous autant qu'on est, à s'échanger de plus en plus de messages, et ces communications prennent du temps. Quand bien même on ne serait même pas sur les réseaux, rien que ça peut nous accaparer. Il y a une démultiplication exponentielle des communications, mais il y a aussi une démultiplication exponentielle de l'information à disposition. Et on le verra, c'est incommensurable, toute cette information qu'il y a dans le monde, mais on est aussi câblé pour vouloir être au courant de tout. Et ce qui est un problème quand on peut passer sa vie, en fait, à regarder des informations diverses et variées. Ensuite, il y a un phénomène d'habituation, c'est celui du fait que notre smartphone servant tellement souvent nous servant à quelque chose tellement souvent dans la journée, on est habitué à le sortir et même dans des moments d'attente, on va le sortir mécaniquement. Aristote disait qu'on est ce que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Et on s'aperçoit que si on y prête attention, de temps en temps, on fait des choses très machinalement en la matière. C'est aussi, il faut être honnête, pour tout le monde, un moyen de combler la peur du vide, de l'ennui ou de la solitude, avec des bons aspects, et puis des moins bons. Mais pour finir, et on en parlera peut-être plus après, il faut vraiment souligner que ces dernières années, les technologies persuasives, c'est-à-dire qui vont générer un comportement addictif de notre part, à tous, ont été démultipliées par des ingénieurs brillantissimes, payés des fortunes, qui utilisent toutes leurs connaissances sur le fonctionnement du cerveau pour rendre les utilisateurs le plus engagés possible, c'est-à-dire le plus accaparés possible par ces outils. Alors là, tu parles du fait d'être accaparé. Moi, ça me fait penser à cette notion d'addiction parce qu'on peut parler véritablement d'addiction aujourd'hui. Rappelons peut-être ce qu'est une addiction. L'addiction, c'est d'abord une pathologie cérébrale qui va engendrer une dépendance à une substance ou une activité. Et Dieu sait s'il y en a un nombre colossal d'addictions possibles qui ne sont pas seulement à des substances. Il y a des gens qui sont addicts à l'achat, ils vont au shopping, d'autres au travail. L'addiction, le problème, c'est qu'elle va entraîner une augmentation des doses progressives qui devient délétère très vite pour la santé physique et ou mentale. Oui, bien sûr. Alors justement, d'un point de vue plus neuroscientifique, comment ça fonctionne cette addiction ou cette influence extrêmement puissante des écrans sur nos cerveaux? Alors bon, la substance clé, on l'entend beaucoup, c'est la dopamine. C'est celle sur laquelle jouent tous les systèmes de récompense des réseaux, des jeux vidéo. Oui. Cette substance, normalement, c'est dans un livre qui s'appelle Le bug humain de Sébastien Boller, qui est neuroscientifique, qui explique que, en fait, on est constitué, de par notre évolution, à créer de la dopamine dans 5 situations principales. La première, c'est la nourriture. Ça nous pousse à manger. C'est bon quand c'est pas excessif. C'est bon pour la perpétuation de l'espèce, qu'elle se nourrisse bien. Évidemment, la sexualité, c'est la reproduction de l'espèce. Mais il y a aussi, moins connu, la recherche d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, trouver des informations dans l'environnement nous donne une satisfaction. Et de facto, ça nous permettra sans doute de survivre plus, ou ça permettait à nos ancêtres de survivre plus. Il y a la reconnaissance sociale, la position éventuelle de chef, ou plus simplement la reconnaissance sociale, de besoin d'amour, on pourrait même dire, qui va nous donner de la dopamine. Alors, on pourrait dire que c'est positif. Et puis, pour finir, il y a, et ça c'est plus étonnant, le fait de faire les choses avec le moins d'efforts possible. En fait, on a un sentiment de récompense, quand on peut faire les choses avec le moindre effort possible, et ça doit nous faire réfléchir par rapport à toute cette économie de la paresse, c'est comme le nom qu'on donne aux États-Unis,
la lazy economy, où on peut tout faire depuis son canapé finalement maintenant, si on y prend garde. Donc ça, c'est le principe, c'est que c'est les outils, pour expliquer comment, je vais expliquer comment, jouent sur tous ces points de notre psyché, de notre nature, on pourrait dire, pour créer une dopamine de synthèse. On pourrait dire que c'est une dopamine de synthèse. La dopamine naturelle devant un bon repas, pas de problème. Mais on a la même injection de dopamine, on pourrait dire, dans le corps quand on a des likes sur Facebook, quand on a une reconnaissance des autres, des flammes pour les enfants sur Snapchat, etc. Et tous ces algorithmes jouent énormément là-dessus. Il y a un point que je voulais souligner parce que c'est toujours intéressant de le comprendre. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé à moins en être le sujet. C'est le phénomène du scrolling. Il faut comprendre qu'il s'apparente à l'addiction au jeu d'argent, au jeu au casino. Le principe du jeu de casino, c'est on lance une machine à sous, par exemple, et peut-être qu'on va gagner, peut-être pas. Et c'est cette incertitude qui va créer un très grand flux de dopamine, un peu comme on joue au loto. Ah, le jour du loto, peut-être on va avoir un... Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la promesse qui entraîne le plus de dopamine que le gain même. C'est ce qui va générer... Alors, ce que fait le scrolling, c'est qu'il vous donne des vidéos qui vous intéressent, mais à rythme irrégulier. Donc, de temps en temps, ah, peut-être, non, ça ne m'intéresse pas. Ah, ça m'intéresse. Et puis, je continue, ça ne m'intéresse pas, une publicité, puis hop, ça m'intéresse. Et c'est cette alternance qui nous rend mais profondément accros. Il y a qu'à regarder dans le métro, beaucoup de gens passent leur vie à scroller, ce fameux scrolling qui nous accapare. Puis les jeux vidéo aussi sont sur ces bases-là, c'est-à-dire dans les dernières années, ils ont complètement changé. Et aujourd'hui, ils jouent d'abord, et particulièrement pour les plus jeunes, là, sur la dopamine et la récompense. Dernière chose, pour prendre conscience de la puissance de la dopamine, c'est l'expérience des rats de Dölz et Milner, qui date des années 60, où ils mettent une électrode dans le cerveau d'un rat et il va y avoir une grosse injection de dopamine, bon, j'imagine plus forte que celle qu'on a sur les réseaux, très forte, que va recevoir le rat quand il va appuyer sur une pédale. Et donc au début, il appuie un peu, puis il fait le tour de la cage, et puis il appuie de plus en plus fréquemment, et à la fin, il appuie compulsivement, ne mange plus, ne dort plus, et parfois meurt. Et donc, ça montre à quel point cette substance peut prendre le dessus sur notre volonté. Oui, et sur des fonctions essentielles comme jusqu'à ça, le sommeil. Oui, voilà. C'est intéressant. Oui, c'est toutes les questions qui tournent actuellement autour d'un réseau comme TikTok, qui a un algorithme en termes de proposition de vidéos qui est assez... Absolument, et qui crée beaucoup d'engagement. Les enfants, ils passent un temps infini, et puis il n'y a pas que les enfants, c'est la société tout entière. Alors justement, on commençait à évoquer un peu les impacts sur notre santé physique. On peut peut-être élaborer un petit peu là-dessus, Gilles ? Le premier qu'on voit fréquemment avec les écrans, vous avez vu, il y a des gens qui marchent dans la rue. Les zombies, comment on les appelle ? Comment ? Les zombies. Ah, les zombies, pour voilà. zombies, zombies et smartphone, voilà. Et là, en l'occurrence, c'est un peu l'évidence, mais le risque de chute est largement accru puisqu'on ne maîtrise plus exactement là où on va avec le regard. Et Dieu sait si avec l'âge aidant, c'est tout ça, on est aussi concerné, les risques de chute sont accrus. Évidemment, c'est une donnée essentielle par exemple aux États-Unis, mais le surpoids est lié évidemment à la sédentarité et le fait qu'on passe de plus en plus de temps assis avec la médiation de l'écran pour avoir notre rapport au monde, fait qu'on fait beaucoup moins d'exercice physique avec des conséquences non seulement en termes de surpoids éventuel, mais de santé physique tout simplement. C'est-à-dire que c'est par l'exercice quand même qu'on maintient une bonne santé et ces écrans sont finalement un peu l'ennemi du fait d'aller marcher, d'aller dehors, etc. Et puis, pour finalement parler des conséquences cardiaques, le cœur, c'est un muscle et si on ne l'entraîne pas assez, là encore, cette sédentarité peut être préjudiciable à notre santé physique. Oui, très bien. On parle de santé physique et d'impact sur la santé physique qui nous paraissent assez évidents. Et on y reviendra notamment sur les
les risques de chute, parce que ça, c'est vrai que c'est un élément important. Il y a aussi tout l'impact sur la santé mentale. Chez les jeunes, mais pas uniquement, hein, chez les personnes aussi plus avancées en âge. Absolument. Alors, une des clés, c'est vrai que les adolescents sont un modèle du mal que peuvent faire les réseaux. Réellement, là, j'étais à une intervention avec une avocate qui racontait ce qui peut se passer dans les cas graves. On se rend compte que, ça c'est un des points clés, les réseaux n'ont aucune morale. Donc, votre état de santé psychique, vous, moi, ils n'en ont absolument rien à faire. Ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est votre engagement, c'est-à-dire la manière dont vous allez y passer le plus de temps possible. Donc, les conséquences de ce temps accaparé, bah, c'est une absence de pause psychique, de phase de régénération, d'ennui, de respiration, où l'esprit peut-être divague, ou même si on même lire, qui est une phase de pause psychique aussi. Il y en a moins, puisque les écrans prennent le temps. Il y a évidemment les moindres capacités attentionnelles, voire mémorielles, mais surtout attentionnelles parce qu'on est soumis à des contenus rapides, chocs, et que finalement, la concentration longue devient on y est de moins en moins habitué. On voit que certains films nous paraissent trop lents, qu'on a peut-être plus de mal à lire parce que c'est une activité lente qui nécessite concentration et attention. Ensuite, il y a... ça, je pense que c'est fondamental, et en particulier dans le rôle des seniors vis-à-vis des jeunes générations. Il y a un risque d'isolement. Simplement, on croit qu'on est en communication avec le monde, mais enfin, on est en communication avec des réseaux. Et on peut perdre du lien amical, du lien familial, qui est fondamentalement une des grandes sources, non seulement de bien-être, mais aussi de longévité. C'est une étude d'Harvard qui est très connue, qui était sur une très, très longue durée et des dizaines de familles, et qui montrait qu'un des facteurs de longévité numéro 1, c'est les relations sociales nourries et satisfaisantes, on pourrait dire. Autre point important qu'il faut comprendre, alors ça dépend des gens, mais il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ces outils. C'est-à-dire on se sent coupable d'en être l'objet, de se faire avoir en quelque sorte, mais cette culpabilité est souvent contre-productive. C'est un peu dans le buveur dans Le Petit Prince qui dit, le Petit Prince lui demande pourquoi il boit, et il dit mais pour oublier. Il dit, pour oublier quoi? Ben, que j'ai honte. Mais honte de quoi? Honte de boire. Et ce type de cercle vicieux lié aussi à la culpabilité, il faut s'en méfier aussi, puisque c'est une forme d'addiction, une certaine forme d'addiction, il faut s'en méfier avec les réseaux. Deux derniers points, la bulle informationnelle dans laquelle ça nous enferme. On est dans des certitudes, et nos certitudes vont être sans arrêt corroborées. Donc, on ne va pas du tout avoir les points de vue un peu différents qui pourraient nous faire avancer. On va être complètement confirmé sans arrêt dans ce qu'on pense déjà. Et ce qui fait que aussi la société se clive. Que même dans des familles, on l'a vu pendant le Covid, selon le fil d'information, les choses peuvent se cliver dramatiquement. Ouais. C'est un des impacts très négatifs des réseaux aujourd'hui reconnus, c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup sur la colère, l'indignation et la peur, parce que ça marche, ça capte l'attention et ça nous renforce peut-être dans des tensions. Et puis pour finir, c'est une notion que j'aime beaucoup rappeler sur tout ce qui est les machines en général, c'est la notion de délégation de fonction. C'est-à-dire que quand toutes ces machines sur lesquelles on s'appuie comme sur des béquilles, ben, quand on vit jour après jour avec les béquilles, parfois c'est nécessaire, mais ben, on en est de plus en plus dépendant et à la fin on ne peut plus du tout s'en passer. Et c'est ce qui peut arriver si on n'y prend pas garde. C'est très connu, par exemple, avec la calculatrice ou les numéros de téléphone dont on ne se souvient plus, la mémoire s'entraîne moins, le calcul s'entraîne moins, le cerveau travaille moins. D'accord, donc une forme d'atrophie de nos compétences intellectuelles. Si on y prend garde. Est-ce que d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, est-ce que toi, en tant que professeur des écoles, dans ta classe, d'année en année, tu as vu cette atrophie, entre guillemets? Alors, atrophie, non, ça se joue plus sur le langage dans mes classes. Le langage et la capacité d'attention, effectivement. Mais je ne peux pas dire qu'il y ait une atrophie de l'intelligence, ce serait un petit peu ennuyeux, mais il y a un impact évident sur les enfants, sur leur capacité langagière. Très bien. Et entre autres, et ça concerne les seniors, parce que les liens langagiers sont diminués. Et là, je pense que d'ailleurs, les seniors ont une responsabilité très importante, parce qu'eux peuvent parler avec les petits-enfants, les plus jeunes, et transmettre ce qu'ils ont connu, c'est-à-dire une époque
où les écrans n'étaient pas le seul but de l'existence, oui. en caricaturant un peu. Bien sûr. Je crois qu'on a une question d'Anne. Alors oui, on a même plusieurs questions. Il y avait une question de Steve qui demandait est-ce qu'il n'y a pas un certain cercle vicieux dans tout ça? Si on se sent seul, on va sur les écrans et plus on va sur les écrans, plus on s'isole. Ça, c'est terriblement vrai. Et c'est vrai que, évidemment, que ça va concerner les seniors et particulièrement les personnes âgées qui sont à la retraite, etc. C'est pour ça qu'il est important de maintenir cette activité sociale dont on parlait et cette activité familiale dans la mesure du possible. Hein, chacun est selon ses possibilités. Mais c'est quelque chose qu'on observe très fortement chez les adolescents, qui sont encore un bon symptôme, parce qu'un adolescent un peu inconfortable, qui a déjà un peu une nature à être timide, il va être de plus en plus sur les écrans et de moins en moins en capacité d'être en relation à l'autre. C'est la rupture du lien empathique. Pour donner une image en réponse à cette question, c'est que les écrans font écran. Ils font écran à la relation au monde, ils font écran à la relation à l'autre. Ils peuvent nous informer, mais ils ne doivent pas être notre seul rapport au monde, évidemment. Autre question, Dan? Oui, alors une autre question, là on était un petit peu sur le social et le mental, et on a une question de Philippe sur l'impact des écrans sur la vue, et peut-être qu'il va aller un petit peu aussi dans la direction de la deuxième partie sur les solutions. À partir de quel seuil ou combien d'heures est-ce à risque de passer, enfin pour les yeux, de passer tant de temps devant les écrans, et comment s'en prémunir ou diminuer les risques? Alors, il y a des lunettes qui sont des filtres à lumière bleue qui existent. Si on y est sensible, ça peut être utile, surtout si on travaille beaucoup sur ordinateur. On peut aussi paramétrer l'ordinateur pour qu'il y ait une lumière plus jaune que bleue. Ça, c'est pour la partie lumière bleue. Mais il y a tout simplement la myopie. Actuellement, en Chine, c'est un tsunami de lunettes. Absolument, c'est un marché phénoménal, la Chine, pour les lunettes. Parce que, voilà, comme tout le monde, ils sont beaucoup sur des écrans, travaillent sur des écrans. Et donc, une des clés, c'est d'éloigner l'écran. C'est-à-dire la proximité. D'ailleurs, il y a même des fonctionnalités aujourd'hui pour les enfants, parce que les enfants deviennent vite myopes, trop vite, où le smartphone évalue la distance de lecture et dit à l'enfant, recule-le. Je pense que ça doit être paramétrable peut-être pour des adultes. Mais en tous les cas, c'est simplement de veiller. Évidemment, je ne pourrais pas vous donner un nombre d'heures, parce que ça, je n'ai pas la connaissance médicale. Mais par contre, ce qui est connu, c'est d'essayer d'éloigner l'écran. Et quand on travaille sur ordinateur, de ne pas être le nez dessus, d'avoir une distance. Quand on est sur smartphone, de le mettre à distance. Oui, de quitter finalement quitter l'écran. Pour regarder peut-être au loin, dans la mesure du possible, et dézoomer finalement. Alors ça, c'est pour réentraîner sa vue. Il est clair que ça, c'est très connu, effectivement. C'est non seulement éloigner le smartphone, mais effectivement prendre des moments où on va aller regarder au loin et essayer de distinguer au loin. Nous, là, on est à une fenêtre, on peut voir au loin, et c'est effectivement comme ça qu'on entraîne sa vue. Et qu'on repose ses yeux aussi. Hein, et qu'on repose ses yeux. Est-ce qu'il y a encore une autre question, Dan? Non, allez-y. Bon, très bien. Alors, justement, pour finir sur cette première partie, Gilles, on peut peut-être quand même finir par une touche positive, parce qu'il y a quand même des impacts positifs aux écrans. Oui, il y aurait une absurdité totale, ou alors on serait tous fous si on était… C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'aspects utiles, commodes, pratiques, rapides, qui nous font gagner du temps. Et le paradoxe, c'est que ces outils, finalement, qui devraient nous faire gagner du temps, nous donnent parfois le sentiment de nous en faire perdre, parce que c'est certaines applications qui nous en font perdre, dont le but est d'ailleurs de nous en faire d'accaparer notre temps, comme on l'a expliqué. Donc c'est évidemment qu'on a tous l'expérience du GPS, la praticité du GPS. C'est un véritable couteau suisse, le smartphone, hein, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est aussi, smartphone ou ordinateur, un accès à une connaissance universelle, à un nombre de ressources absolument phénoménales pour s'instruire et s'enrichir. La seule chose, c'est qu'on peut noter le côté démesuré de toute cette information présente et de toute cette connaissance présente. Il ne faut pas penser qu'on va pouvoir
apprendre ou comprendre tout ça. Il ne faut pas se laisser emporter, quoi, en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, juste par rapport à toutes ces fonctionnalités utiles, on note que l'usage, c'est très connu pour les enfants, de plus en plus on conseille aux enfants de ne pas avoir de smartphone et d'avoir un ordinateur plutôt, parce qu'ils ont souvent besoin pour leur école ou leur collège plutôt d'être connectés pour aller voir les sites sur les notes et les devoirs. Et ben, je pense qu'on peut faire le même conseil, on peut donner le même conseil aux seniors. Il n'y a pas la même addiction, c'est un concentré d'addiction de ce smartphone. Il y a ce qu'on appelle le color design, il y a des couleurs qui font que notre pouce va bouger sans même qu'on le maîtrise, d'une certaine manière. L'ordinateur, il y a plus de frottement. C'est un peu plus compliqué. D'abord, c'est un endroit fixe en général, on peut le déplacer, mais on ne peut pas se balader dans la rue avec. Et donc, on recommande de plus en plus d'avoir accès à Internet et aux applications, et au réseau en particulier, via l'ordinateur, plutôt que via le smartphone, qui est un vrai fil à la patte. Très bien. Ça nous amène donc à la deuxième partie de ce webinaire sur les exercices, les conseils, les astuces. On a un petit quiz à nouveau à vous soumettre. Donc, la première question, avez-vous tendance à consulter votre smartphone ou votre ordinateur en faisant autre chose? Voilà. Est-ce que vous avez tendance à consulter votre smartphone ou ordinateur en faisant autre chose? Le fameux multitâche. Et donc, Dan, on vous laisse peut-être nous faire remonter les informations, ou les réponses, en l'occurrence. Et est-ce que je pose la deuxième question en attendant? Et si oui, pensez-vous que cela puisse vous mettre en danger? Donc, si c'est le cas, pensez-vous que cela puisse vous mettre en danger? Alors, attendez 2 petites secondes, pardon, j'ai lancé la question un petit peu tard. Avez-vous tendance à consulter votre smartphone ou votre ordinateur en faisant autre chose? On est à peu près à... Ça change tout le temps, donc on est 57% à faire autre chose, voilà, et 43% à ne pas faire autre chose. Et je vais publier la deuxième question. Quelle était la question, Eric? Et donc, et si oui, si c'est le cas, est-ce que vous pensez que ça vous mette en danger? Ça puisse vous mettre en danger. Donc, alors on est à peu près à 50-50 sur voilà, c'est un danger, mais pas forcément. Très bien. Alors effectivement, il y a des conséquences à faire 2 choses en même temps, Gilles, et qui ne sont pas des moindres. Oui. Alors, les conséquences moindres, on pourrait dire, mais quand même gênantes, c'est qu'en fait, il y a une perte d'information quasi systématique, surtout quand on fait 2 choses qui mettent les mêmes sens en jeu en même temps. Donc, il y a une perte d'information. On le voit quand on est en train de parler avec les autres. Il y a une perte de temps, fondamentalement, parce qu'on doit revenir pour réentendre ou relire le message, si on lit un message en même temps qu'on fait autre chose. Il y a évidemment une moindre mémorisation, ça rentre un peu par toutes les oreilles, donc on ne peut pas fixer sa mémoire de la même manière, et ça risque de créer un sentiment de confusion, finalement, qui est facteur de stress, parce qu'on est là, oui, il faut faire ça et ça et ça et ça en même temps, aujourd'hui, avec toutes ces communications qui arrivent en permanence, qui interrompent nos activités diverses et variées, si on se laisse interrompre sans cesse, en fait, c'est les gens qui regardent leur SMS parce qu'ils viennent d'en recevoir dans la voiture. Ils savent se mettre en danger, mais ils ne peuvent pas s'empêcher. Donc ça, il faut avoir une utilisation où on peut couper et ne pas que le smartphone ne vienne pas chercher notre attention à des moments où on a besoin qu'elle soit bien pleine et entière. Et puis surtout, je pense que pour les seniors, parce que c'est arrivé à ma tante, il faut faire attention au risque de chute. C'est-à-dire que là, on marche, un message, on ne fait pas attention, et la chute, c'est peut-être c'est un des accidents les plus courants en France. Et pour les seniors, ça a des conséquences qui peuvent être vraiment gênantes. Donc, pour le coup,
l'utilisation du smartphone, et entre autres parce qu'il mobilise la vue, qui est un des principaux, avec les oreilles internes, un moyen de nous équilibrer, pose vraiment un réel danger tout simple, quoi, on pourrait dire. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, pour s'en convaincre… on regrette. Hein. Pardon ? Parce qu'après, on regrette. Ah, oui, ça peut avoir vraiment des conséquences dramatiques passé 50 ans. Et il y a d'ailleurs un test qu'on peut se mettre en équilibre. On ne va peut-être pas le faire maintenant parce qu'il est un peu dangereux, mais on peut se mettre en équilibre sur une jambe, sur un pied. Et puis, vous essayez de rester en équilibre. Donc, on arrive plus ou moins à être en équilibre sur une jambe en ayant justement son attention centrée, focalisée sur un point à 1 ou 2 mètres devant nous. Et si on prend notre smartphone à ce moment-là et qu'on commence à consulter nos messages ou des SMS, tout de suite, on perd l'équilibre. On tangue. Il ne faut pas le faire, justement, mais c'est quand on le fait faire à n'importe qui, c'est très frappant de voir à la vitesse à laquelle on commence à tanguer. Oui. Donc, c'est indiscutable et c'est important d'en prendre conscience pour éviter une des sources d'inconfort les plus grandes des personnes âgées. Oui, oui, bien sûr. Hein, les chutes, quand même, concernent plusieurs millions de personnes. 2 millions de personnes par an en France. Ah oui, de plus de 50 ans, plus de 60 ans. De plus de 50 ans. Ah oui, c'est ça. Depuis 65 ans. Ah oui, c'est ça, plus de 65 ans. Donc, c'est considérable. Ouais. Et une personne sur 2 va chuter dans l'année. Oui, énorme, ça, avec des conséquences. Donc, effectivement, le smartphone accapare la vue, qui est un des sens primordiaux pour maintenir un bon équilibre. Je crois qu'on a une question, Dan. On a beaucoup de questions, mais je vais plutôt en prendre une qui est justement sur l'impossibilité de faire du multitâche. Et je pense que c'est cet exemple dont tu parles, Eric, qui est effectivement très parlant. Si tu veux bien faire l'exercice, parce que ça prend vraiment 15 secondes de se mettre debout avec le téléphone, si tu peux, parce que on est dans cette question d'Hervé qui dit n'est-il pas impossible de se concentrer sur 2 tâches à la fois? Alors, il nous donne comme exemple lire et écouter la radio, par exemple. Mais effectivement, le téléphone, qui est quand même un écran, lui accapare 100% de notre attention. Gilles, tu veux peut-être… Oui, non, mais je pense qu'on en a tous le sentiment. Il y a des activités qu'on peut faire en même temps. Je donnais l'exemple de la musique. Hein. La musique, d'ailleurs, est quelque chose qui peut beaucoup apaiser et nous permettre de lire. Tout le monde a fait l'expérience de lire en écoutant de la musique. Ou cuisiner. Ou de cuisiner. Donc là, ça ne pose pas de problème. Mais effectivement, le smartphone est ultra accaparant. Le son, l'image, tout ça dans la main. Et donc, c'est l'ennemi, je dirais, de la mobilité. Et malheureusement, on voit de plus en plus de gens. Et à Paris, il y a des accidents. Par exemple, juste pour la petite histoire, au Japon, dans les grands carrefours de Tokyo, ils ont mis la signalisation au sol parce que les gens avaient des gros accidents parce qu'ils ne voyaient pas, ils ne faisaient pas attention à la signalisation en hauteur. Donc, c'est vraiment une mutation et je pense que les seniors doivent être conscients qu'eux, particulièrement, on dirait comme tout le monde, mais particulièrement eux, doivent faire attention à ça. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on peut me voir à l'écran. Si je me mets comme ça. Alors, l'idée, c'est juste pour vous montrer. Alors, je ne sais pas si on me voit là. Donc, si je me mets sur un pied, par exemple, sur le pied gauche, qui n'est pas mon pied habituel. Donc là, je prends un point de centration devant moi pour rester droit et j'y arrive plutôt pas mal, on va dire, sur un seul pied. Mais si je décide voilà, tout de suite, je perds mon équilibre. Dès que je commence à regarder mon smartphone, voilà, je perds l'équilibre. Donc, le test est flagrant. Hein. C'est vraiment, on voit bien que la vue est un des sens essentiels. Ça paraît évident, hein, c'est une logique implacable, mais c'est toujours bon de le rappeler. Absolument. Alors, l'équilibre, c'est important de le développer, évidemment, à tout âge et particulièrement peut-être justement en tant que senior pour éviter ces chutes. Et pour ça, on va peut-être montrer l'exercice des 7 cercles. Ah oui, parce que entraîner tout ce qui va favoriser notre équilibre, c'est souhaitable. Oui. Et c'est très simple. Et en plus, ça s'associe à la respiration. Ça, c'est une activité qui se fait sans smartphone. Voilà. Alors, on va vous proposer donc une petite séquence d'exercices. Alors, je reste assis, je me mets debout peut-être. Oui, peut-être. Alors, pas assis parce qu'en fait, on va passer en revue les premiers. Voilà. Donc, on commence par les poignets. Les poignets. Alors, les poignets, donc, pouce à l'intérieur, on ferme les mains
sur les pouces. Et là, à l'inspire, on tourne dans un sens, donc en gonflant le ventre pour avoir une bonne inspire. Et quand on a fini à l'expire, on part dans l'autre sens. Et là, on n'aura pas le temps, mais vous pouvez répéter cet exercice 3 fois. 3 inspirations, expirations. on sent que ça craque. Hein, Voilà, ça ça réveille. réveille les articulations. On va faire ça avec le coude maintenant. Là, il faut passer en dessous la main. Tout ça à l'inspire doucement et à l'expire. Voilà. Inspire et on fait ça évidemment avec chacun des coudes. Les épaules qui se font en même temps. Donc là, on va rouler les épaules en arrière au départ ou en avant, mais là, c'est en arrière à l'inspire. Et à l'expire, on va repartir dans l'autre sens, d'arrière en avant. Là, on fait rouler les articulations, on les réactive et on gagne en mobilité. Ensuite, la nuque où il va falloir faire attention à ne pas le faire trop vite, pas trop fort. Dans un sens, on tourne. Effectivement, les yeux fermés pour être pleinement à ce qu'on fait. Et dans l'autre sens, à l'expire, on va dans l'autre sens. Ça apporte beaucoup de relaxation et de bien-être. Hein. Ouais, très agréable. Ça nous coupe justement de cette vie trépidante qu'imposée par les écrans. Ensuite, les hanches, le hula hoop, parce que ça, je pense que les générations seniors l'ont connu. Donc, ça leur parle. Quand je fais ça avec les élèves, ça ne leur parle pas nécessairement. Voilà, dans un sens, et puis dans l'autre, à l'expire. Et à chaque fois, on peut répéter ça 3 fois pour chaque articulation. Les genoux, donc là, on peut rester debout. Et là, c'est peut-être le mouvement le moins simple. Voilà, on va tourner dans un sens, puis repartir dans l'autre sens, en faisant jouer l'articulation latéralement et verticalement. Ok. Voilà. Et puis on peut finir par les chevilles. Cheville, on peut un classique, voilà, c'est-à-dire faire. On peut enlever les chaussures en l'occurrence. Hein, oui, non, on va pas le faire là, on n'a pas le temps. Je ne sais pas si on a le temps. Ah oui, on n'a pas le temps, c'est vrai. Mais bon, très rapidement, voilà, dans un sens et dans l'autre. Ça, on ne le rappelle pas assez, mais c'est vrai que la voûte plantaire est quand même à la base très importante. Alors ensuite, je vois, hein, c'est toujours la question du temps, mais donc il y a juste je souhaitais partager d'autres solutions qui, là, sont des solutions un petit peu pratiques par rapport à tout ça. C'est de prendre régulièrement l'habitude de retourner son smartphone et de le mettre en mode silencieux, ce qui évite, on l'a dit, d'être soumis au flux de communication et à la tentation qu'il constitue déjà en lui-même. On l'a dit, ne pas cumuler les tâches qui mobilisent le même sens, et puis sanctuariser des moments où vous allez être vraiment dans une activité qui n'a rien à voir avec les écrans, qui fait sens pour elle-même, cuisiner, jardiner, jouer du piano, chacun a ses activités, et c'est des activités qui vous ramènent d'une certaine manière, qui vous recentrent et favorisent une distanciation par rapport aux écrans. Très bien. Alors justement là-dessus, on voulait peut-être proposer un exercice de respiration consciente par rapport à l'écoute, parce qu'on se rend compte que, comme tu le disais tout à l'heure, les écrans font écran à la relation et font écran à la capacité d'écouter l'autre et d'être avec l'autre. Alors dans mon film qui est disponible sur YouTube ou sur Public Sénat, que vous pouvez regarder avec vos petits-enfants, parce que c'est aussi un moyen de parler ensemble de cet impact qu'on vit tous des écrans. On a ces enfants qui se plaignent de ne pas être écoutés, que les parents sont absents. Et de plus en plus, c'est vrai qu'on peut avoir des conversations avec des gens qui sont en même temps, vont s'interrompre, tout en vous écoutant, soi-disant. Et il faut convenir du fait que l'impression, en plus, est d'un point de vue humain assez désagréable. Mais en plus de ça, on l'a dit, on perd beaucoup d'informations, on coupe le lien empathique et toute la communication non verbale nous échappe.
D'ailleurs, on a une question, encore un dernier petit quiz là-dessus. Première question, donc, avez-vous tendance à consulter votre smartphone tout en vous adressant à quelqu'un dans votre entourage? Donc ça, c'est une première question. Ce serait intéressant d'avoir votre réponse là-dessus. Et la deuxième question, c'est pensez-vous que cette habitude peut avoir un impact sur la qualité de votre relation avec cette autre personne ou avec votre entourage de manière générale? Donc, avez-vous tendance à effectivement consulter votre smartphone? Première question. Et deux, si oui, pensez-vous que ça peut avoir un impact sur la qualité de la relation? On attend que Dan nous donne quelques réponses, mais effectivement, on sait que ça a un impact sur la relation. Et ça se note, je l'ai dit, avec les enfants qui sont témoins de ça et qui en souffrent. Il y a une très bonne chanson d'ailleurs de Aldebert, des chanteurs Aldebert, qui est « Écran, rendez-nous nos parents ». Parce qu'ils sont accaparés, mais ça se joue aussi dans le monde du travail et dans le monde dans la famille, où la communication est interrompue, voire coupée à cause de ces écrans, et avec de moindres échanges langagiers qui sont en l'occurrence dommageables pour les plus jeunes, parce qu'ils entendent moins de langage. Ça, c'est pour les seniors, dans tout le rôle qu'ils peuvent avoir pour communiquer du langage avec leurs petits-enfants. Ça ne se fait pas avec un écran dans les mains. Et je pense que tout le monde, on le sait tous très bien. Dan, alors oui, donc 54% des participants ont tendance à consulter leur smartphone en faisant autre chose. Et sur l'impact, pensez-vous que cette habitude de consulter votre smartphone peut avoir un impact sur la qualité de votre relation aux autres? Bien sûr, grosse majorité, 82% disent oui. Oui, donc on en est conscient, mais malgré cela, quand même, la moitié d'entre nous le font. Donc ça montre quand même… ça montre que souvent, le portable est plus le maître que nous sommes le maître du portable. Mais on en est tous là, j'ai envie de dire. Alors, l'important, c'est de savoir, d'avoir des outils pour pouvoir se reconnecter à l'autre quand on le souhaite, en prenant conscience de l'importance de cette communication. Et donc, l'idée, c'est on a un acronyme qui est STOP, mais c'est d'abord de s'arrêter, c'est-à-dire de se dire « j'arrête, je pose le portable, on est en train de me parler, je prends un temps de respiration, tout en écoutant, qui va me recentrer, et j'observe l'autre. Le regard est absolument clé dans la communication. J'observe et j'écoute, évidemment. Et puis, ça me permet ensuite d'être pleinement, de poursuivre la conversation, d'être véritablement dans le rapport à l'autre et à mon environnement. Cette technique du stop, c'est-à-dire je m'arrête, je respire, j'observe, est très utile, et en particulier quand on veut avoir une communication de qualité. Très bien. Quelques autres astuces peut-être avant d'en arriver à la conclusion. Oui, alors il y a évidemment, pour avoir une vision objective du temps qu'on y passe, tous, on prend une claque souvent quand on le fait, c'est de regarder la rubrique temps d'écran de notre smartphone. Tous, c'est une obligation légale. Maintenant, ils vous disent tous combien de temps vous passez sur telle application et en tout. Donc, ça permet là d'avoir une attitude responsable, d'avoir un peu une prise de conscience du temps qui nous est éventuellement volé, mais parfois, évidemment, qu'on utilise bien, parce que c'est aussi des outils pratiques. Utiliser le mode silencieux, on l'a dit, ou le mode concentration, dès qu'on fait une activité à laquelle on veut consacrer notre pleine conscience, notre pleine énergie, on est beaucoup plus créatif et productif quand on laisse le portable et on y revient après. Personne ne va il va pas y avoir, le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que pendant une heure, on a laissé notre portable de côté, évidemment. Utiliser les limitateurs de temps, c'est que là, on est en proie à des phénomènes tellement addictifs que utiliser la technologie pour nous aider à y faire face, c'est souvent pas idiot. Et donc, si vous avez, je donne un exemple pour ce qui me concerne, Facebook m'accaparait, je trouvais trop de temps, peut-être à peu près 1 heure par jour, parce que j'ai passé trop de temps, je me faisais avoir, et j'ai mis un limiteur à 20 minutes. Et donc, en fait, on voit ce qu'il y a à voir sur le réseau, et le smartphone lui-même vous dit il est temps d'arrêter. Donc, ça fait un petit rappel. Reléguer les applications addictives, si vous avez vraiment des jeux ou des réseaux que vous avez tendance à consulter un peu mécaniquement, il faut les enlever de l'écran d'accueil du smartphone, les mettre dans des écrans plus compliqués à atteindre, qui vont nécessiter une action non automatique de votre part. Un secret, alors j'ai pas mon smartphone, mais celui-là,
franchement, je me suis remis parce que je fais des conférences beaucoup et depuis un mois où j'en ai reparlé en conférence, l'été, je l'avais enlevé, c'est le mode noir et blanc. Vous mettez, alors je crois que vous aurez une ressource qui vous dira comment il est possible de le faire selon le smartphone, mais vous pouvez faire cette recherche vous-même. C'est un secret incroyable pour diminuer la puissance, l'emprise de cet objet sur nous, parce qu'il y a des gens qui sont payés des fortunes dans la Silicon Valley pour faire le color design, ces couleurs, ce rouge qui va attirer notre œil et mettre notre pouce appuyé sans même qu'on en ait conscience. Et puis, évidemment, ça c'est très connu depuis longtemps, supprimer les notifications, c'est-à-dire que votre téléphone ne soit pas là en train de vous dire « tu as un message, tu as un mail, tu as un truc qui arrive sur Facebook pour qu'on y aille volontairement. À ce moment-là, à partir du moment où on va regarder les messages, c'est un temps qu'on consacre, on est plus maître des choses. Pour synthétiser, et ça c'est beaucoup en famille, c'est quelque chose qui concerne beaucoup les enfants, mais je le rappelle, c'est la règle des 4 pas, pas le matin, si possible, pas tout de suite, différer un petit peu, juste un petit peu, c'est particulièrement vrai pour les enfants, pas au repas pour pouvoir communiquer, c'est en France un des moments où on aime parler, donc gardons-le, conservons-le, pas de téléphone sur la table et tout ça, pas le soir, avant de se coucher en particulier, et pas dans la chambre pour qu'ils ne viennent pas s'immiscer jusque dans notre intimité. Très bien. Je crois qu'on a une dernière question avant la conclusion. Dan ? Alors oui, on a beaucoup de questions, mais on va juste peut-être en prendre une qui est quand même assez symptomatique et dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est l'impact sur le sommeil, qui est quand même le grand méchant loup là aussi. Là, on a essayé de vous donner quelques bonnes pratiques et on va terminer aussi avec une généralité là-dessus. Mais sur le sommeil, est-ce que Gilles, tu as une chose où tu peux nous éclairer? Déjà, de prendre conscience que c'est le premier ennemi du sommeil. Dans mon film, il y a je rappelle que le patron de Netflix, par exemple, donc les séries et tous les films qu'on peut voir à travers cette plateforme, a dit que quand on lui disait que ça y est, il avait gagné tout le marché, il disait que s'il restait encore un concurrent, c'était le sommeil. Dans toutes les études, le critère numéro 1 d'inquiétude sur la santé, qu'elle soit cardiaque, physique, etc., c'est le sommeil. Donc là, pour le coup, c'est d'arriver à avoir, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution pour le coup que la discipline, et qu'à partir d'une certaine heure, c'est ce qu'on fait en famille pour les plus jeunes, on se fixe, ça peut être 11 heures pour certains, mais en fait, il faut que ce soit 1h30 avant le coucher. Si vous avez pour objectif de vous coucher à 11 heures, il faut vous fixer d'arrêter le smartphone, hein. Pas nécessairement un film, mais le smartphone et sa lumière bleue 1h30 avant votre objectif de coucher. Et puis, il faut quand même rappeler cette règle de grand-mère que j'aime beaucoup, c'est que les heures avant minuit comptent double, et c'est pas faux. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que la lumière bleue des écrans rappelle la lumière du jour. Et donc, l'écran, cette fameuse lumière bleue des smartphones, elle retarde en fait la sécrétion de mélatonine, hein, qui est la fameuse hormone du sommeil. Donc, vraiment éviter avant au moins 1 heure, 1h30, et surtout au milieu de la nuit, si vous vous réveillez, hein, pour beaucoup d'entre nous, on a des réveils nocturnes, ne soyez pas tentés d'aller regarder votre smartphone et de consulter votre smartphone, parce que là, vous pouvez être sûr que le cerveau enregistre comme cette lumière bleue, l'enregistre comme le début de la journée. Et donc, vous perdez à coup sûr au moins un cycle de sommeil, soit 1 heure, 1h30, ce qui est quand même très délétère d'un point de vue santé. On peut peut-être conclure sur les points clés qu'on voulait juste partager. Souvent, on retient quelques points clés. C'était donc cette idée de l'alternance des rythmes, être avec le smartphone, ne pas être avec le smartphone, et donc sanctuariser des temps déconnectés pour se recontacter à la nature, à l'environnement et évidemment aux autres, à sa famille ou autres, à ses amis. Paramétrer ces outils numériques, utiliser la technologie pour nous aider à mieux nous servir de la technologie. Je crois qu'elle a cette fonctionnalité, du moins elle n'a pas elle obéit tout simplement. Et puis s'accorder des pauses respiratoires, des pauses de reconnexion à soi-même. Il y a une chose dont nous privent les écrans, souvent, c'est de l'ennui. Alors, je sais qu'on peut souffrir de solitude aussi, mais c'est aussi des phases très riches
pour la spiritualité, pour l'intellect, que de réfléchir, des moments où on n'est pas abreuvé d'informations dont peuvent nous abreuver ces outils. Et pour conclure, pour juste dire une dernière chose en tant qu'instituteur, je voulais souligner vraiment, selon moi, le rôle fondamental des seniors vis-à-vis des plus jeunes et peut-être de leurs petits-enfants. Vous n'avez pas connu dans votre enfance ce que connaissent vos petits-enfants, ce que connaissent les jeunes, c'est-à-dire cette invasion, d'être très tôt avec ça. Et le rôle est capital pour moi socialement de montrer tout ce qu'il y a d'autre, parler. Et moi, personnellement, si je suis ici, c'est beaucoup aussi grâce à ma grand-mère, chez qui je passais tous mes mercredis. Et elle avait beau avoir la télé allumée très souvent, on parlait énormément. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça parce que j'entends trop d'enfants, alors c'est plutôt avec les parents que les grands-parents, mais me dire que voilà, les écrans viennent couper la relation qu'ils ont. Et je pense que les seniors et les grands-parents ont un rôle capital aujourd'hui socialement. Merci Gilles, merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver un certain nombre de liens dans le chat qui vous permettront d'avoir des solutions et avoir accès à ceux dont on vient de parler. Également, je crois où est-ce qu'on peut trouver ton film on peut le voir sur la plateforme de Public Sénat, qui est la télé ou la chaîne où il a été diffusé. Il se trouve aussi sur YouTube. Et ce que vous pouvez, simplement, vous pouvez conseiller, le regarder vous-même. Et aussi, en fait, c'est un grand libérateur de la parole dans la famille. Ça a été un peu le but de ce film. Les enfants, le regardant, c'est d'autres enfants qui parlent. Et donc, on peut parler autour de ce sujet, parce que l'essentiel, c'est qu'on prenne conscience ensemble. Très bien. Eh bien, merci de votre écoute. Et Nathalie, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations très intéressantes. Et effectivement, les remarques dans le chat en témoignent et les nombreuses questions aussi. Je rappelle que la dernière slide qui a été présentée, vous pouvez la retrouver dans Apps en partage de fichiers pour la télécharger et la retrouver chez vous. Vous aurez également un lien vers le replay qui vous sera adressé dès la fin de cette rencontre par mail. Voilà. Et vous avez aussi un lien pour nos prochaines conférences sur lesquelles vous pouvez vous inscrire qui apparaît à l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas pour les conférences de la fin de cette année. Merci à tous pour votre fidélité. Merci de répondre aussi au questionnaire de satisfaction qui va suivre juste à la fin de cette rencontre. Ça nous est très utile pour paramétrer les webinaires de l'année prochaine et trouver les thématiques qui vous intéressent. Merci à tous. Très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.